Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu rébarbatif mais hyper important, les conventions de nommage. Salut Rémi, comment vas-tu ? Très bien Gabriel, merci. Alors bienvenue dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30. Partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de satisfaction client et plus de reventes. Rémi, qu'est-ce qu'une convention de nommage ? Une convention de nommage, c'est tout simplement un format de nom qu'on va utiliser dans différents éléments d'HubSpot. On va souvent utiliser des conventions de nommage pour des listes, pour des workflows, pour des campagnes ou même pour des noms des champs. Des objets de façon à ce qu'on s'y retrouve. Pour des rapports aussi ? Pour les rapports aussi, bien entendu. Super. Et donc, comment on construit ces conventions de nommage ? Je te propose de rentrer un à un sur ces différents objets pour voir quels sont les éléments clés à mettre en place sur ces conventions de nommage. On peut commencer par les listes, si tu le souhaites. Oui. Alors tout d'abord, pourquoi on a besoin d'une convention de nommage ? C'est-à-dire, on peut se demander, ok, très bien, condition de nommage, mais en fait, pourquoi le faire ? Si vous êtes seul utilisateur d'HubSpot et que vous avez une très bonne mémoire et que vous allez rester dans l'entreprise dans les 50 prochaines années, pas de sujet. Vous n'avez pas besoin de convention de nommage, tout au plus de mettre une description dans ce que vous faites et ce que vous écrivez. Juste au cas où Alzheimer commencerait à vous attaquer avant la fin de votre période dans cette entreprise. Une convention de nommage, elle va nous servir en fait très rapidement à ordonner les choses et à se repérer très facilement dans des éléments qui peuvent être rapidement volumineux. On a beaucoup d'entreprises qui dépassent les 200, les 500 listes ou les 200 workflows ou les 500 workflows. Et c'est évident que quand on commence à avoir 200 ou 500 workflows, s'y retrouver facilement peut être en fait une vraie complication. Si on a juste appelé le workflow 217, puis workflow 218, puis workflow 219. Et donc ça, c'est en fait le b.a.-ba du besoin d'une convention de nommage. Quand on va commencer à parler des listes, en fait, la première chose qu'on va se dire, c'est que cette liste, est-ce qu'elle va s'adresser à potentiellement différentes entités ? Donc, est-ce que j'ai des business units déjà ? C'est-à-dire, séparer, si j'ai 3 business units dans mon HubSpot, et donc j'ai l'entreprise A, B et C, la marque A, la marque B et la marque C, c'est évident que les listes qui concernent la marque A doivent pas concerner la marque C, que ça va être ma première clé d'entrée pour mes listes. Et même si j'ai fait un répertoire, pour être tranquille et serein, je commence toujours systématiquement mes listes par cet indicateur-là. Ensuite, on va retrouver toujours quelque chose de commun dans toutes les conventions de nommage. Qu'est-ce qui est intrinsèque à l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pour le long terme, versus qu'est-ce qui est pour du temps intermédiaire, donc du moyen terme, versus ce qui est du très tactique ou en fait du court terme. Et donc le deuxième critère ou le deuxième champ de la liste va être de me dire, ok, je fais une liste VIP, ma liste VIP elle est pérenne pour l'entreprise, donc je suis dans du long terme. Donc je suis sur l'entreprise A, long terme. Et puis j'essaie de dire en fait ensuite cette liste de quel objet on parle, même si ça se lit assez facilement. En fait, pour que le nom soit autoportant, je vais dire, est-ce que c'est une liste d'entreprise, est-ce que c'est une liste de contacts, par exemple. Et derrière, on va dire, ok, cette liste-là, elle s'appelle VIP. Pourquoi ? Parce que je vais l'utiliser en permanence, notamment pour faire mes cibles, etc. Donc, j'ai besoin que cette liste ait un nom, en fait, une partie de leur convention de nommage qui soit très explicite pour qu'il n'y ait pas d'erreur quand on va les utiliser au niveau marketing. C'est-à-dire, s'il y en a une qui s'appelle VIP et l'autre qui s'appelle VIB, c'est évident qu'à un moment donné ou à un autre, il va y avoir l'erreur humaine. Donc, il faut qu'il y ait aussi un nom très propre, explicite, une partie non négligeable de cette convention de nommage qui nous permette, de façon non ambiguë, de dire, OK, je suis sur entreprise A avec la recherche de mes VIP et donc j'ai sur mes contacts et donc là, j'ai aucun doute sur ce que je suis en train de manipuler. Puis après, j'ai rajouté une extension. Donc, cette extension, elle est juste en termes de data quality, parce que on s'aperçoit que passé 5 ans, 6 ans à CRM, on peut avoir des choses dont on sait même plus à quoi ça sert, qui sont notamment l'année de mise en place, ou l'année et le mois de mise en place, et puis sa version. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une version 1, une version 17, une version 18, etc.
Pourquoi? Parce que, comme pour les contacts, on peut avoir des millions de listes, on peut avoir plein de listes, en fait, qui sont très, très similaires in fine. Et ne serait-ce que de se dire, en fait, en commençant ma liste, OK, est-ce que je suis capable de répondre aux questions et aux critères de remplissage de ma convention de nommage? Mais on s'aperçoit qu'on a déjà une bonne compréhension de la liste et qu'on a déjà une façon propre de faire les choses. Pour les workflows, quels vont être les critères et qu'est-ce qu'on va mettre dans sa convention de nommage? Alors, toujours le même départ, toujours les business units, on commence toujours par les business units. Maintenant, pour les workflows, il y a vraiment un workflow, il représente plusieurs choses dans l'entreprise. On a des workflows qui sont liés en fait à des workflows ce qu'on appelle techniques, c'est-à-dire des recopies de données, d'alimentation par un flux externe. Par exemple, on va aller chercher de l'information d'un flux externe, on va repousser un système A, un système B, donc du CRM vers le RP, etc. Donc, on a des workflows qui sont des flux techniques, qui n'ont aucun rapport, entre guillemets, avec des workflows qui vont être des business process. Le fait qu'un commercial ait une tâche parce qu'il n'a pas relancé tel utilisateur après tel élément va séparer complètement le fait qu'on soit dans un workflow de business process versus un workflow technique. Donc, on va voir tout d'abord la business unit, puis est-ce qu'on est dans du tech globalement? Est-ce qu'on est que à faire la data et l'échange de data ou est-ce qu'on est dans du business process? Une fois qu'on est dans du business process, on retourne dans du long terme, court terme, moyen terme. Même pour les flux tech, on peut avoir du long terme, moyen terme, court terme. Court terme, il y a l'immigration. Long terme, parce qu'on a un système d'enrichissement de données qui est pérenne. Moyen terme, parce qu'on a un partenariat sur une période courte qui correspond en fait à un flux que l'on va mettre en place. Donc, on a toujours cette logique. Business unit, est-ce qu'on est dans du business process ou de la tech? Long terme, moyen terme, court terme. Derrière, les objets. Donc, toujours la même chose. Est-ce qu'on parle des contacts? Est-ce qu'on parle des entreprises? Est-ce qu'on est en train de travailler sur quoi? Un nom explicite. On a toujours besoin de noms explicites. C'est con, mais c'est comme ça. Il faut être concis et si con. Il faut savoir, en fait, mettre en quelques termes, en quelques lettres, quelque chose qui va nous définir très clairement ce que l'on va faire. Donc, souvent, on utilise une convention. Par exemple, quand on fait de la recopie de données d'un système A vers un système B, on peut avoir une convention de nommage qui est A flèche B ou A de B pour A to B. Donc, quand on fait un système ERP to CRM, on fait ERP to HS, donc to HubSpot. Et quand on a le nom de l'ERP, on va mettre le nom. Et comme ça, on sait précisément de quoi on parle. On dit qu'on est en train de recopier l'objet contact ou l'objet mise à jour, contact, ERP, mise à jour, ERP to CRM, par exemple. Ce qui va nous permettre de très très vite, rien que nous, savoir ce que ça fait. Derrière, encore une fois, parce qu'on peut rester 30 ans dans l'entreprise et un ERP et un CRM est là pour vivre longtemps. L'année, voire l'année et le mois et la version. Donc, on a un coup d'œil sur toute nos listes. On sait tout de suite ce qui est du business process, ce qui n'est pas du business process. Ce qui concerne tel écosystème, tout ce qui concerne l'ERP, on sait tout de suite à la lecture, tout ce qui concerne l'ERP. Tout ce qui concerne le flux avec tel autre écosystème, on sait les identifier tout de suite. Tout ce qui concerne les business process des sales par rapport aux services, on va les identifier tout de suite. Parce qu'on aura exactement comme pour les systèmes, le fait que ce soit sales, service ou marketing. Tout ce qui concerne les contacts, on va être capable de les identifier tout de suite. Et donc, c'est très facile à la lecture de connaître et de réorganiser, voire de revisualiser, de redéfinir globalement tous les business process qu'on a mis en place et tous les flux qu'on a mis en place au niveau du système. Et ça donne une vision holistique des workflows. Bien entendu, il peut y avoir des flows très tactiques, donc du très court terme, qui correspondent à une OP. On dit, tiens, j'ai besoin de redresser la donnée parce que j'ai fait un import de données de tel partenaire, la donnée n'était pas très propre, et donc j'ai fait un petit workflow de data quality, et en fait, une fois qu'il est passé, je le jette, et ça, on va l'identifier aussi tout de suite, et il n'y aura pas de sujet. Pour les campagnes maintenant, c'est un peu différent. On va toujours commencer par la business unit. Donc, on part toujours de, est-ce qu'on parle de la boîte A, la boîte B ou la boîte C? Ça, on sépare toujours le bon rang, on sépare toujours les éléments, on sait toujours de quoi on parle. Après, en fait, dans les campagnes, on a tout ce qui va être lié du long terme, moyen terme et court terme. Toujours pareil. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans les campagnes qui vont être en fait des temps clients, des temps produits ou des marronniers et donc un peu des temps produits. Et donc séparer en fait réellement tout ce qui est acquisition de tout ce qui est rétention, tout ce qui est potentiellement loyalty, parrainage, etc. Et dans les courts termes, on va séparer ce qui est lié à un salon
parce que la campagne est un salon, quelque chose de par définition jetable, qu'on a peut-être envie d'archiver au cas où on refera un salon dans 3 semaines, dans 3 mois. Mais en fait, c'est quelque chose qui, par essence, est du court terme, très temporaire, très sporadique, et pas forcément à garder dans le long terme. Donc, on va partir toujours de la business unit, à qui on s'adresse. On va rentrer dans le type, la typologie de campagne dont on parle, globalement. On va parler ensuite, donc court terme, moyen terme, long terme. Dans le court terme, moyen terme, long terme, on va rentrer dans est-ce que c'est de l'acquise, de la rétention, etc. Et donc, on va rentrer directement dans quel type. On va rentrer aussi, moi j'aime bien mettre un indicateur des canaux, parce que j'ai envie de pouvoir retrouver tout ce qui concerne le push versus tout ce qui concerne le SMS versus tout ce qui concerne tel canal. Et quand on fait des développements custom ou des intégrations custom, c'est parfois moins facile à lire. Directement, il faut rentrer dans le détail des éléments. Donc, utiliser les canaux, utiliser aussi, en fait, globalement, les canaux et la complexité. C'est-à-dire de dire, est-ce que c'est juste une campagne sporadique d'un one-shot que l'on fait? Donc, c'est juste le mail qu'on envoie à telle personne passer de satisfaction parce qu'il est passé par le support client. Ou est-ce qu'au contraire, on a toute une réflexion d'un scénario de différentes étapes d'expérience et de la cycle de vie client pour essayer de l'embarquer dans un truc. Donc, est-ce que c'est on est dans quelque chose qui est très mécanique, dont on regarde la performance, versus quelque chose qu'on va retravailler parce que c'est un cycle de vie client, parce que c'est quelque chose de plus complexe, on va faire de la B-test et on aura besoin de faire de la B-test. Donc, il y a tout ce qui est entre guillemets, déterministe que je sépare de celui qui doit être tactique ou retravaillé de façon à être optimisé. Ça, c'est quelque chose d'un peu personnel. Tout le monde ne l'applique pas. Mais ça permet très, très vite de faire la différence entre ce qui est à retoucher versus ce qui est à optimiser quand on a des problématiques d'acquisition, de rétention ou quoi que ce soit. Et puis, enfin, pour changer, l'année, le nom non ambigu, l'année, le mois et la version. L'année, le mois et la version, tout simplement, encore pour les mêmes raisons. Les rapports, maintenant? Les rapports, c'est un peu moins compliqué, bien que très rapidement, on peut se retrouver avec une foison de rapports. Premier truc à savoir absolument, c'est que dans tout rapport, on doit séparer tout ce qui est rapport standard de tout ce qui est rapport custom. La première règle de convention de nommage, parce que vous avez des limites dans les rapports custom dans HubSpot, c'est de faire le distinguo entre les deux. Donc, de dire, quand j'importe un rapport standard de la bibliothèque et que je l'applique, il n'est pas comptabilisé dans mes notes. Donc, si j'ai besoin demain, parce que j'arrive à saturation des rapports custom dans HubSpot, de devoir en libérer, il faut déjà que je puisse les identifier facilement. C'est bête, mais c'est la première règle à faire. Deuxième règle, à quoi ça s'applique? Est-ce que c'est du rapport, là encore, de la BI Indus, donc c'est du long terme, partagé pour toute l'entreprise, ou pour toute ou partie de l'entreprise, donc pour tout le rapport des sales, versus du moyen terme, versus du court terme. On peut faire une analyse de rapport juste pour vérifier, par exemple, le taux de transformation qu'on a dans son pipeline. Vérifier que les indicateurs qu'on a mis de 10% de probabilité de transformation sur le pipeline, on va dire R1, est réellement constaté, correspond à la réalité. C'est quelque chose qui est un rapport qu'on va faire tous les 6 mois, tous les ans pour mettre à jour la valeur. Donc, c'est du jetable, entre guillemets. On n'a pas besoin de le garder de manière pérenne. Pour autant, le chiffre d'affaires prévisionnel ou le chiffre d'affaires réalisé le mois dernier est quelque chose de plus pérenne. Donc, c'est là aussi, une vraie logique de moyen terme, long terme, court terme, de l'équipe cible. Est-ce qu'on est plutôt dans du transverse et donc l'entreprise versus du marketing versus du sales versus du support versus autre. Parfois, on peut avoir des rapports sur d'autres données et dans ces cas-là, on précise le autre. Derrière, on va travailler sur les objets. Et donc, on va préciser des objets précis. Alors, est-ce qu'on parle des entreprises? On va noter E plutôt que C, parce que contact et compagnie ont tendance à commencer par la même lettre et c'est un peu pénible. Donc, on va mettre, par exemple, du CET quand on est sur les objets contact, entreprise et transactions. Alors, quand on utilise E, eh bien, on a les engagements. Donc, du coup, on va mettre que pour les communications, on va trouver, en fait, moi, j'utilise le O, on peut utiliser une autre lettre. On utilise, en fait, qui permet très vite de voir dans les rapports quels sont les objets qu'on va utiliser. Et donc, ça nous permet en un coup d'œil de savoir si on change de data model, si on supprime cette data model, quel est l'impact. Même si quand on modifie data model, vous voyez dans quoi c'est utilisé, c'est beaucoup plus simple de faire du préventif que faire 50 allers-retours.
et ce qui doit être amélioré derrière quand on a un apport de données ou des biais. Donc, et puis, une fois qu'on a l'objet concerné, eh bien, on va avoir le nom explicite du rapport, et donc les ventes, etc. Et bien entendu, l'année, le mois et la version. Attention, petit bémol dans les rapports, c'est que le titre du rapport est quelque chose de visible dans le rapport. Donc, cette convention de nommage, on ne va pas les mettre dans le titre du rapport, on va la mettre dans la description du rapport. Et ça, on est obligé parce que autrement, vous allez avoir un tableau de bord qui va pas être très joli à voir. Donc, vous allez avoir c'était machin. C'est pas forcément l'objectif. Eh bien, est-ce qu'on a couvert toutes les conventions de nommage? On en a couvert une bonne partie. On a aussi les champs que l'on peut utiliser, les champs propriétaires sur un cas très particulier, mais qui arrive. C'est qu'on peut avoir des objets ou des champs d'objets qui ne servent qu'à passer la donnée d'un système à l'autre. Je pense, par exemple, à des champs de recopie dans lesquels on va recopier la donnée de la dernière transaction dont on a la transaction, le dernier devis, dans la transaction pour aller le porter derrière et avoir un indicateur d'un score, etc., pour avoir des indicateurs beaucoup plus agrégés. Et donc, on a ce que j'appelle ça, moi, les données pivots ou les pastas, qui sont en fait des données, des champs qu'on utilise dans les objets, qui n'ont aucun rapport et qui n'ont pas besoin d'avoir un nom explicite, comme adresse, comme code postal, comme ville pour un contact, mais qui vont être plutôt le pasta de tel champ, de telle donnée. Et en fait, il faut une convention de nommage pour ces objets pour deux raisons. D'abord, pour pouvoir s'y repérer et que personne n'y touche juste parce qu'on l'a appelé Pidouci, les gens se disent ça sert à rien. Et secondo, parce que en fait, ces données, on va les isoler de la data quality parce que ça n'est qu'un pasta. Donc, savoir le taux de remplissage du pasta ou la normalisation ou la qualité de la donnée d'un pasta n'est pas du tout le rapport ou l'analyse de la data quality que l'on a sur les contacts ou sur les entreprises. Donc, on a besoin de ces deux aspects-là. Et donc, on va prendre une convention de nommage, déjà, qui va préfixer le fait que ça soit, en fait, un champ technique. Alors, rien que la format de nom, déjà, souvent, on repère le fait que c'est pas un champ neutre et que c'est un champ peu technique et qui sert pas à grand chose d'autre que de la technique et du pasta. Et là encore, business unit, toujours la même logique, moyen terme, long terme, court terme, objet cible. Donc, pourquoi on est le nom explicite qui nous permet de voir ce que ça fait et à quoi ça sert. Donc, c'est souvent du A to B parce que ça sert de porter la donnée, d'agréger une recopie de la donnée du système A vers le système B. Donc, par exemple, je pense devis to contact, qui nous permet de remonter l'état ou le montant du dernier devis ou de l'encours, par exemple. Et puis, pareil, mois, année, mois et version. Et comment on met en place une telle convention de nommage dans l'entreprise? On le voit que c'est quand même, je vous l'avais dit, un peu rébarbatif, un peu fastidieux. Comment on s'assure qu'elle est appliquée, que les gens la comprennent? C'est quoi les bonnes pratiques par rapport à tout ça? Ah ben là, on est dans la conduite du changement. Alors, deux possibilités. On part de zéro, on part de quelque chose d'existant et on part d'un sac de nœuds. Quand on part de zéro, c'est assez facile. C'est plutôt de l'éducation, c'est plutôt de la gouvernance, du contrôle. Donc ça, c'est assez facile, au moins sur les parties workflow, sur les parties list, etc. On s'opère assez facilement et on voit bien si la charte est respectée, quitte à ce qu'on la corrige au fur et à mesure pour éviter l'ambiguïté. Mais à la limite, la personne ne le nomme pas bien, on le renomme, c'est pas grave, on le redresse. Quand on vient dans une entreprise, par contre, et qu'il y a déjà 1000 workflows ou 500 workflows, 200 listes et 400 tableaux de bord, etc., ben là, c'est plus fastidieux parce qu'il faut faire du reverse engineering si c'est pas documenté. Et la plupart du temps, ça n'est pas documenté. Malheureusement, soit tu as la chance d'être un CRM qui n'a pas besoin d'administrateur à temps plein, contrairement à d'autres connus du marché, qui commencent par sales notamment et qui finissent par force. Là, on n'a pas besoin d'administrateur à temps plein. Mais du coup, il y a moins de gouvernance et du coup, on peut avoir moins de qualité de la gouvernance dessus. Donc, c'est le défaut ou je dirais la mise en place, la correction, le redressement de ces éléments de charte sont des choses qui sont malheureusement de l'ordre de purger de la technique qui n'apportent zéro chiffre à l'entreprise, qui peuvent avoir un coût si c'est pas bien fait en amont. Et qui demande en fait un audit et un redressement. D'accord, donc il faut aller un par un, le mettre en place et puis après
Et après, éduquer, faire le changement et former les gens, etc. Bon, quelque chose à ajouter? Non, je pense que les conventions de nommage, ça peut paraître très, très rébarbatif, mais qu'est-ce que c'est confortable une fois que c'est en place? C'est un peu comme la compta, non? La compta, non, c'est très rébarbatif, mais qu'est-ce que c'est une fois en place? Qu'est-ce que c'est efficace? Donc, il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme une règle de gestion saine de l'entreprise. Super, cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Rémi, à très bientôt. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube et Deezer. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.